bonjour à tous. Pour ma part, je ne vais pas vous parler du risque industriel, mais du risque professionnel, puisque, étant ici au nom de l'INRS, on s'occupe exclusivement des conditions de travail et de tout ce qui est prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Alors, cette notion de risque est effectivement très présente dans les activités de l'INRS. C'est aussi quelque chose qui est assez ancien, puisque c'est la loi de 1898 qui définit la notion de risque professionnel. Et c'est à partir donc des premières lois de la sécurité sociale en 1945 qu'on confie à l'assureur sécurité sociale deux missions, l'une de réparer l'accident du travail ou la maladie professionnelle, et l'autre de prévenir, d'inciter à faire de la prévention. Et à partir de là, qui dit prévention dit nécessairement évaluation. Alors, classiquement, l'évaluation, ça représente encore une très grosse partie des activités de l'INRS et aussi une grosse partie des activités donc des organismes de prévention qui interviennent dans les entreprises. Eh bien, cette évaluation se situe, je dirais, en amont de la prévention. Il s'agit d'évaluer l'importance du risque chimique, d'évaluer le bruit, d'évaluer l'éclairage, et à partir de ces travaux d'évaluation, de définir les valeurs limites d'exposition qui ensuite sont reprises dans une réglementation. Donc, on voit bien que cette évaluation est souvent l'œuvre d'une seule discipline, d'un seul risque, même si c'est parfois compliqué de le faire, mais c'est en amont de la prévention qu'elle a lieu et cela permet d'établir une réglementation. Et c'est aussi là-dessus qu'est basée une obligation donc, pour toutes les entreprises de rédiger leur document unique. Alors, qu'est-ce que le document unique? Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, mais je vous le rappelle quand même. Il s'agit d'une obligation pour l'entreprise d'évaluer l'ensemble de ces risques, de les identifier tout d'abord, de les évaluer, de les classer et ensuite d'y apporter des réponses en termes de prévention. Donc, on voit bien ce schéma assez classique. On évalue, on classifie, on identifie et ensuite on propose une réponse en termes de prévention. Et on s'aperçoit aussi, lorsque l'on regarde un petit peu les déclarations, enfin le document unique que les entreprises remplissent, on s'aperçoit que la dernière case, tout en bas du document, concerne tous les aspects risques psychosociaux. Et là, quand on fait le tour des documents uniques, on s'aperçoit que cette case-là n'est quasiment jamais remplie. Donc, on arrive un peu sur ces thématiques donc des risques psychosociaux et aussi sur les troubles musculo-squelettiques qui sont aussi des enjeux importants dans les entreprises, mais qui ont aussi la caractéristique d'être difficiles à évaluer. On arrive là à la limite d'une logique d'évaluation. On entre sur des choses qui touchent l'organisation du travail, qui touchent des aspects subjectifs, qui touchent des interactions entre l'environnement de travail et l'individu. Et on arrive un peu, pas à la limite du système, mais à la nécessité de peut-être aller plus loin, compléter et ne plus se cantonner dans ces logiques un peu classiques d'identifier, mesurer et faire de la prévention. Alors, heureusement, par rapport au TMS et surtout aux troubles musculo-squelettiques, et aux risques psychosociaux, eh bien, même si on n'a encore pas véritablement d'outils de mesure, bon, on en a par le biais des questionnaires, par exemple, que l'on peut trouver, les questionnaires de type Karasek, Sigrist, qui sont des questionnaires psychométriques qui permettent d'évaluer de manière subjective ce que ressent le salarié. Ce sont quand même des instruments qui sont assez lourds, assez peu répandus, assez peu utilisés, et heureusement que ce soit le juge, que ce soit les partenaires sociaux, que ce soit l'entreprise, n'ont pas attendu que tous ces instruments-là soient diffusés, soient validés pour réagir, pour essayer de proposer des choses. Et on a actuellement, depuis quelques années, beaucoup de cabinets conseils, beaucoup d'intervenants en prévention qui se sont formés à ça et qui proposent des actions de prévention. Et donc là, ça m'amène un peu à la deuxième partie de ce que je voulais vous présenter, c'est que ces actions de prévention, eh bien, sont
de plus en plus sollicitées, mises en place, et on se heurte à la difficulté d'évaluer cette fois-ci non pas le risque, mais l'efficacité de la mesure de prévention. Or, quand on est sur des problématiques troubles musculo-squelettiques, risques psychosociaux, eh bien, on interroge non pas une discipline, mais on interroge de nombreuses disciplines. Ce sont des risques multicausaux qui ne peuvent pas avoir une réponse systématique, qui ne peuvent pas avoir une réponse prescrite, unique, qui doivent prendre en compte beaucoup d'éléments, en particulier le contexte de l'entreprise. Et c'est sur ce sujet-là que l'on est à l'INRS en train de mettre en place un groupe de travail et donc de mettre en place toute une réflexion qui va interroger les pratiques des consultants, interroger un peu ce qui s'est fait dans le monde de l'entreprise et voir l'efficacité de ces préventions qui ont été proposées et tenter de les analyser, tenter de regarder au regard donc du sociologue, au regard de l'ergonome, au regard de disciplines peut-être un peu plus quantitatives comme par exemple l'épidémiologie ou l'économie, de regarder un peu l'efficacité de ces mesures de prévention avec l'objectif de pouvoir avoir une idée de ce qu'est une prévention efficace et d'en inférer des guides de bonne pratique, des résolutions à suivre. Et donc, ne pas attendre que l'on puisse mesurer très clairement, très précisément le risque psychosocial, à partir de quel moment la personne est en situation de stress, en situation de dépression, en situation de burn-out. Donc, ne pas attendre d'avoir ces outils clairement établis, validés, pour pouvoir déjà avoir une idée des réponses les plus adéquates, les plus intéressantes que les préventeurs, que les acteurs de la prévention peuvent proposer aux entreprises. Donc c'est une réflexion un peu nouvelle parce qu'elle échappe au schéma classique qui a été développé depuis que l'INRS existe, je dirais, et depuis qu'on s'occupe des risques professionnels, d'essayer de partir à partir des pratiques de terrain et de construire à partir de là, avec une validation disciplinaire, avec une validation un peu scientifique, d'essayer de construire ce que doit être la bonne intervention, de ce que doit être la bonne pratique pour essayer d'améliorer un peu ces conditions de travail et de diminuer ces risques psychosociaux qui sont maintenant de plus en plus évoqués au niveau médiatique. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Trentin. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à votre propos? J'entends bien. Je dirais c'est un bel objectif, ce que je viens d'entendre. Ceci étant, la plupart du temps, je vais être dur. Même quand on a un indicateur, quand le thermomètre dit quelque chose, ça ne fait pas obligatoirement bouger les gens. C'est-à-dire, pour arriver à motiver quelqu'un à la chose, il faut déjà au moins avoir une mesure. Si là, on lui demande de bouger en l'absence de mesure, parce qu'il a simplement... Je pense qu'en gros, il faut que le TF soit déjà élevé de temps en temps pour faire bouger les mecs. Alors, si on n'a même pas de mesure, je pense que le risque de prise en compte d'un risque psychosocial qu'on ne mesure même pas, je pense que ça va être difficile. Donc, mon propos, c'est comment on arrive à bouger, à motiver quelqu'un à aller traquer un risque si on ne le mesure même pas, ou si on ne prend pas de thermomètre. Comment motiver les patrons dans un cas pareil? Je suis tout à fait d'accord, surtout sur le sujet des risques psychosociaux, qui sont des risques qui, de toute façon, ne sont pas pris en compte par l'assureur, puisqu'il n'y a pas de maladie professionnelle qui s'appellerait stress, qui s'appellerait dépression ou burn-out. Donc là, on est obligé de dépasser ces indicateurs qui sont déjà en place, hein, le taux de fréquence, taux de gravité, etc. etc. Et c'est bien pour ça qu'on convoque plusieurs disciplines pour réfléchir à ça, pour essayer de montrer que s'occuper des risques psychosociaux, c'est un jeu qui peut être très intéressant pour l'entreprise. C'est un jeu qui peut être économiquement intéressant, qui peut être en termes d'ergonomie là aussi intéressant, puisque en travaillant sur une meilleure organisation du travail, on aura vraisemblablement, on peut supposer qu'on puisse avoir une productivité accrue sur du long terme. C'est aussi peut-être essayer de développer un message non pas uniquement court terme, mais faire comprendre les enjeux
autour de la santé et sécurité au travail, qui sont des enjeux sur du long terme. Or, on sait bien que les logiques actuelles des entreprises sont des logiques très court-termistes. Donc, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça qu'on espère pouvoir mettre en évidence, en tout cas au moins alerter et prévenir les gens qui interviennent, les consultants. Hein. C'est bien eux qui, de toute façon, sont en contact avec les entreprises. Ce n'est pas véritablement l'INRS, c'est parfois le préventeur dans une CARSAT. Mais les gens vraiment de terrain, s'ils ont à leur disposition des arguments, s'ils ont à leur disposition des études qui montrent l'intérêt pour l'entreprise de dépasser une vision peut-être court terme, incitant à une surproductivité, incitant à des rythmes de travail élevés, etc., eh bien, ça peut être un moyen, grâce à ça, de faire bouger un peu les choses. Voilà, c'est notre objectif. Mais nous sommes bien d'accord, c'est un objectif ambitieux. Simplement faire discuter les disciplines ensemble, c'est déjà quelque chose d'assez compliqué. Et je pense que si on les fait discuter sur un sujet comme les risques psychosociaux, c'est véritablement très difficile. Et donc, même si le programme est ambitieux, je ne garantis pas que le résultat soit extraordinaire. Il sera peut-être simplement une petite souris par rapport à cet éléphant qu'est le programme. Voilà. D'autres questions? J'en aurais une pour ma part, M. Trentin. Dans les études qui ont été faites, les études évaluatives sur la prévention, et là, je ne parle pas des études sur l'efficacité de la prévention ciblée sur les risques psychosociaux, voire même les troubles musculo-squelettiques, mais de façon plus générale, il y a eu un certain nombre d'études menées en particulier par des économistes selon une approche de type coût-bénéfice. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui mériterait d'être regardé dans le cas en particulier des risques psychosociaux ou même des troubles musculo-squelettiques, considérant l'importance, notamment pour les troubles musculo-squelettiques, dans le bilan, je dirais, des lésions professionnelles? Et puis, en ce qui concerne les risques psychosociaux, évidemment, tout le discours qui est à l'effet que, bon, une main-d'œuvre heureuse est une main-d'œuvre productive, et donc par laquelle on peut faire miroiter des bénéfices énormes, en fait, à l'entreprise. Alors, effectivement, vous abordez une approche économique qui est celle de l'évaluation de type coût-bénéfice, enfin, plus généralement coût-avantage. On est là sur une des difficultés de l'évaluation économique autour d'un risque, puisque des travaux ont été menés sur plusieurs types de risques, en particulier les travaux canadiens. Je travaille beaucoup avec Émile Tompa. Il a fait une recension de l'ensemble de ses travaux. Donc, la plupart des travaux sont anglo-saxons. Bon, je pense que ce sont des pays qui ont une culture de l'évaluation bien plus développée que la nôtre. Et ces travaux, sur des risques assez précis, assez faciles à identifier, s'accordent pour dire que la prévention est effectivement rentable, qu'il y a lieu d'intervenir sur ces sujets-là. Lorsque l'on est sur les problématiques des risques psychosociaux, on se heurte à une difficulté qui est inhérente à l'évaluation économique de type coût-avantage, c'est la nécessité d'établir un lien de causalité entre la prévention que l'on met en place et puis les effets que l'on en constate. Et ce lien de causalité est effectivement très très difficile dans ce champ des risques psychosociaux à établir. Non seulement à établir, mais en plus à en mesurer l'amplitude. Est-ce que notre action a amélioré de 10%, de 50% la situation? Sur quels paramètres elle a pu améliorer la situation? On se heurte là vraiment à des grosses difficultés méthodologiques. Il y a un énorme travail à faire dans ce domaine-là. Merci.